Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef Hauts-de-France. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir un projet particulièrement innovant, et d'ailleurs il a été récemment récompensé. Pour en parler, il ne nous faut pas moins de 3 invités. Nous allons recevoir tour à tour Stéphanie Muller et Adélaïde Barthaud qui représentent l'organisme de formation ALAGI, porteur du projet dont il est question aujourd'hui. Nous allons également accueillir Catherine Mougin pour la société 3E Innovation, une agence de digital learning qui est intervenue ici sur un projet qui met à profit la réalité virtuelle. Et je vous propose que nous commencions avec vous, Stéphanie Muller, si vous le voulez bien, pour compléter ma présentation et nous apporter les premiers éléments d'information quant au projet dont il est question aujourd'hui. Donc bonjour à tous, donc je suis Stéphanie Muller, responsable d'ingénierie pédagogique pour le centre de formation ALAGI, situé en région Grand Est. L'organisme de formation ALAGI intervient sur divers domaines de formation et notamment la santé, le travail social, l'aide à la personne entre autres. Donc le contexte de ce projet de réalité virtuelle répond à une volonté de l'organisme de proposer des innovations aux apprenants et aussi aux formateurs. Nous avons eu une opportunité quand le projet, l'appel à projet itinéraire compétences financé par la région Grand Est a été publié. Nous nous sommes positionnés sur cet appel à projet, donc dans le domaine des services à la personne, dans une région rurale, les Vosges. Nous nous sommes positionnés sur 3 axes. L'axe modularisation des compétences, l'axe innovation et l'axe AFEST. Pour l'axe innovation, nous avons fait appel à Catherine Mougin pour monter 2 scénarios en réalité virtuelle. Un qui porte sur le transfert des personnes, l'accompagnement ou déplacement des personnes en perte d'autonomie. Et l'autre scénario porte sur le savoir-être, les attitudes comportementales attendues en milieu professionnel. Donc pour pouvoir construire ce projet, on s'est aussi rapproché des employeurs. Ça nous a permis d'affiner le besoin, de vraiment répondre aux attentes spécifiques des employeurs sur ces gestes professionnels et sur ces attendus auprès des services à la personne. Peut-on, s'il vous plaît, Stéphanie, revenir un instant sur cette innovation qu'est le recours à la réalité virtuelle? Qui a eu l'idée d'y recourir et puis pourquoi la réalité virtuelle? Alors, l'idée de la réalité virtuelle, c'était de pouvoir proposer d'autres façons d'apprendre, des outils complémentaires, des outils modernes et innovants, pour rendre plus attractifs les formations dans l'aide à la personne et les métiers des services à la personne, leur apporter une réelle plus-value. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir déployer ces scénarios dans d'autres types de formations au niveau de notre organisme, puisque nous travaillons aussi sur le champ social et le champ de la santé. Et ces scénarios sont tout à fait mobilisables dans le cadre de ces formations. Alors, technologiquement, on pourra greffer d'autres scénarios, mais ça, Catherine Mougin vous l'expliquerait mieux que moi. Donc, ce qui permet aussi d'aller plus loin dans ce qu'on peut proposer en matière de scénarii. Si vous le permettez, je vais inviter 3E Innovation à nous rappeler ce qu'est la réalité virtuelle, à nous en donner une définition. Catherine, s'il vous plaît, si vous voulez bien nous donner une définition de cette même réalité virtuelle, et par la même occasion, en profiter pour vous présenter. Je m'appelle Catherine Mougin, je suis présidente de 3E Innovation. J'ai travaillé sur ce projet-là avec Ludovic Messinger, qui est mon associé. Donc moi, j'ai plutôt une fonction pédagogique. Je suis ingénieure pédagogique multimédia et chercheur associé à Paris-Nanterre. Et Ludovic a plutôt le côté technique, puisque lui, il est développeur Unity et ingénieur multimédia.
Voilà, pour resituer un petit peu le contexte du projet dans notre entreprise. Pour définir la réalité virtuelle, alors moi, je suis pas une théoricienne de la réalité virtuelle. J'ai plutôt ce côté pédagogique, donc je vais plutôt citer Jean Segura, qui est plus à même, je pense, de donner sa définition. Donc je me permets de le citer. Donc pour lui, la réalité virtuelle est un ensemble de techniques et de systèmes qui procurent à l'homme le sentiment de pénétrer dans des univers synthétiques créés sur ordinateur. D'où ce côté immersif. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'immersive learning. C'est vraiment le fait de pouvoir pénétrer un univers qui n'existe pas, qui est artificiellement créé par un ordinateur. Et l'idée de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir aussi interagir avec cet environnement artificielle grâce à des actions que nous on crée à travers justement ces fameux scénarios. Ces actions vont entraîner des éléments contextuels et surtout des sensations, que ça soit visuelle, auditive, haptique, olfactive. Aujourd'hui, on va très très loin et on va pouvoir aussi nous déplacer, faire bouger notre corps entre guillemets, nous déplacer, utiliser notre voix pour pouvoir avoir ce sentiment d'être là même pas un sentiment d'être là dans un environnement qui finalement n'existe pas en vrai, mais qui est juste artificiellement créé par l'ordinateur et par l'homme quelque part derrière. Voilà un petit peu sa définition de départ que je me permets d'enrichir avec des explications un peu plus simples pour ceux qui connaissent pas trop la réalité virtuelle, tout ce qui est immersif. Définition parfaitement claire. Nous avons donc les éléments de contexte et nous en connaissons désormais les ingrédients. Je vous propose, Adélaïde Barthaud, de voir avec vous comment ont été bâtis ces scénarios pédagogiques en réalité virtuelle, et puis bien entendu, je vous prie de bien vouloir commencer par une brève présentation. Donc bonjour à tous, je me présente Adélaïde Barthaud, moi je suis pilote de territoire pour la LAGI, qui rayonne sur le Grand Est. Je gère le territoire des Vosges. Mon rôle consiste en fait à mettre en place toutes les actions de formation pour la LAGI sur le territoire des Vosges. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Adélaïde, nous indiquer comment on se lance dans un projet dit d'immersive learning? Parce que je présume que cela s'écrit probablement différemment d'un contenu de formation multimédia qu'on considérera un peu plus conventionnel. Alors, on a fait différents points avec Catherine. Le but était de faire aussi différents allers-retours et différents tests. Alors moi, j'avais pris une formatrice qui avait pu voir et se rendre compte pour se dire est-ce que pédagogiquement, on a toute une suite pédagogique qui est claire et faisable et qui correspond aussi à la réalité du terrain en termes de compétences. On a fait un point avec Catherine, on a établi les besoins. Catherine a commencé à créer des scénarios qu'on a relus, remaniés et ainsi de suite. On a fait différents allers-retours en fait, jusqu'à arriver à la finalité du produit. Si je résume, vous apportez la matière, 3E Innovation traduit cela dans un contexte immersif et revient vers vous pour valider le tout. J'ai bien suivi ? Le but était surtout de pouvoir correspondre aux besoins du territoire et aux besoins des entreprises. Donc on a aussi fait un point au niveau des entreprises en se disant voilà, actuellement vous avez des salariés ou des futurs salariés qui viennent, qui sortent de formation. Qu'est-ce que vous notez comme manquement de compétences ou comme faiblesse dans leur parcours de formation et sur lesquels on devrait appuyer parce qu'on peut l'appuyer via la réalité virtuelle. Maintenant que l'on sait comment tout cela se fabrique, comment est-ce que cela se déroule? Comment est-ce que cela s'organise une fois que l'on est en animation de formation? Comment pourriez-vous nous présenter une journée type, une action de formation type, s'il vous plaît? Alors, quand vous êtes en centre de formation, vous allez avoir le formateur ou la formatrice qui va aborder une thématique. Donc, on va prendre la thématique des gestes et postures. Elle va d'abord faire un cours théorique, un cours pratique, puis après, elle va le compléter avec la réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle va permettre, sur ce scénario, de pouvoir refaire le geste à l'infini. Le stagiaire peut refaire, peut reprendre, peut se tromper, jusqu'à l'acquisition de la compétence. Ça lui permet d'avoir un apprentissage multimodal, théorique, pratique, réalité virtuelle, afin de compléter la compétence et de l'acquérir totalement. L'avantage de la réalité virtuelle aussi par rapport au stagiaire, c'est qu'il peut reprendre quand il le souhaite le scénario et le refaire autant de fois qu'il veut à tout moment de la formation. Il peut revenir de stage et se dire là, j'ai eu un manquement en stage, j'ai pas su me servir de telle ou telle chose,
Je peux le revoir aussi en réalité virtuelle si besoin. Le casque est à disposition, il suffit juste de le mettre en route. Intéressons-nous s'il vous plaît aux formateurs pour un bref instant. Quelle a été leur perception, quel a été leur ressenti? Comment ont-ils perçu, comment ont-ils accueilli la réalité virtuelle? Alors le ressenti a été progressif. Tous les formateurs ont été ravis par cette nouvelle technologie qui arrivait. Ils ne l'ont pas vu négativement dans le sens que ça prenait la place du formateur, bien au contraire, mais plutôt comme un complément à leur formation et une innovation. On se rend compte aussi qu'il est nécessaire pour qu'un stagiaire adulte apprenne de changer de support. Plus vous changez de support, plus l'acquisition de la compétence est facile et reste ancrée. Donc ils l'ont vu positivement d'un point de vue pédagogique. D'un point de vue technique, ils ont eu quelques appréhensions au départ, puisque c'était une innovation, ils avaient peur de mal faire, de mal gérer. Mais grâce à la formation qui a été mise en place, tout s'est très bien passé et maintenant c'est devenu quelque chose qui est fait de manière automatique. Et dans les faits, comment ont-ils mené leurs interventions? Étaient-ils présents dans l'expérience de réalité virtuelle? Étaient-ils en dehors? Et dans ce dernier cas, comment interagissaient-ils avec leurs stagiaires? Alors la particularité, c'est que quand on utilise le casque, le formateur reste présent. Il peut avoir avec son smartphone un effet miroir. Il voit en temps réel ce que voit le stagiaire et dans quel environnement il est, et peut interagir avec lui. C'est-à-dire, s'il voit que le stagiaire est en difficulté, il peut intervenir, le conseiller sur la bonne compétence à acquérir, le bon geste, etc. et l'accompagner dans son apprentissage. Donc le formateur reste toujours présent pendant la réalité virtuelle et est accompagnateur. Et l'évaluation, comment est-ce qu'elle se passe dans un contexte pareil? Alors le plus souvent, on a un débrief après avec le stagiaire, même si le formateur accompagne, parce que quand vous avez le casque de réalité virtuelle, vous êtes immergé dedans et les sons extérieurs sont difficiles à entendre. Donc, on prend un temps après avec le stagiaire pour revoir son ressenti, comment il a apprécié l'expérience, qu'est-ce qu'il y aurait changé et qu'est-ce qu'il en a retenu. S'il est en difficulté, on intervient pendant, mais on fait un débrief après. Et donc forcément, après que l'on se soit intéressé aux formateurs, venons-en aux stagiaires. Quel retour ont-ils pu vous faire? Étaient-ils tous égaux face à la réalité virtuelle? Alors sur le groupe qu'on a pu tester de stagiaires, on n'a eu que des retours positifs. Sur ce groupe-là, il faut savoir qu'on avait différents types d'âge. On avait des jeunes qui sont nés avec la technologie, le numérique, et qui donc ont une appétence pour la réalité virtuelle de manière un peu plus automatique. Et on avait des néophytes aussi, avec des personnes qui ne maîtrisent pas du tout les nouvelles technologies ou le numérique, mais qui ont participé avec plaisir et qui en ont retiré que des bénéfices. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas senties en difficulté quand on est bien guidé dès le départ et ont apprécié et ont pu acquérir les compétences. Donc pour moi, c'est accessible à tout âge, néophyte ou pas néophyte en réalité virtuelle. Est-ce qu'ils ont eu l'impression d'avoir de meilleures conditions d'apprentissage? Pour ainsi dire, ont-ils mieux appris? Dans un premier temps, en fait, ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas peur de se tromper. Quand on est en réalité virtuelle, on est face au scénario. Le fait de se tromper n'était pas grave puisqu'ils étaient seuls avec leur scénario. Donc ils ont pu revoir autant de fois que nécessaire. Parfois, dans les effets de groupe, quand un stagiaire se trompe, il a des fois un sentiment de honte et peut se sentir en difficulté par rapport au groupe et n'ose pas redemander si la compétence n'est pas comprise. Donc là, ils ont pu faire autant de fois qu'ils voulaient et c'est vraiment ce qui en est ressorti, c'est-à-dire la possibilité de se tromper pour mieux apprendre. Catherine Mougin, nous vous avons entendu en tout début de podcast au moment de définir la réalité virtuelle. Maintenant, nous allons nous intéresser à votre relation, celle que 3E Innovation a eue avec Aladji. Comment s'est déroulé l'accompagnement que vous avez pu proposer pour accompagner le porteur du projet sur un chemin pas toujours évident de la réalité virtuelle? Alors, l'accompagnement s'est fait sur 2 volets. Alors, pour moi, la priorité, c'était au-delà de la partie technique, mais plutôt la partie pédagogique, l'intérêt pédagogique d'utiliser la réalité virtuelle. Et ça, j'y tenais. Ça veut dire quand on a eu le premier entretien avec la direction d'Aladji, et Stéphanie, Adélaïde et puis le directeur, justement, on a mis en garde en disant attention, tout n'a pas forcément un intérêt
en réalité virtuelle. En tout cas, il y aura peut-être un coût, une innovation, un effet waouh, certes, mais finalement, pédagogiquement parlant, il n'y aura pas de plus. Donc ça, c'était la première alerte, ça a été sur cette partie pédagogique. La deuxième a été sur la partie technique, en disant, OK, pour faire de la réalité virtuelle, mais ça implique aussi l'achat de casques en nombre suffisamment, parce que s'il y en a qu'un dans toute la structure, ça va pas suffire. Ça implique aussi peut-être la création d'une architecture spécifique. Au départ, on ne savait pas trop sur quelle techno on allait partir, donc il a fallu quand même réfléchir à tout ça. Et au fil de l'eau, on leur a quand même donné toutes ces précisions-là en disant voilà ce qui est possible de faire, parce que la réalité virtuelle, c'est 1000 façons de la faire finalement. Voilà ce qui est possible de faire dans ce contexte-là pour ce type de scénario-là. Donc ça a été ça notre première idée. Alagi avait déjà réfléchi sur des scénarios qui souhaitaient mettre en œuvre, et certains convenaient plus ou moins bien, on va dire. On aurait tout est toujours possible de faire, mais là l'idée c'est de se dire finalement par rapport à tout le catalogue de formation, peut-être qu'il y a un scénario qui est peut-être plus adapté, qu'on pourra réutiliser sur un autre titre professionnel, un autre diplôme. Et c'est là où justement on a commencé à travailler ensemble avec Stéphanie et Adélaïde sur un petit peu poser à plat tout le catalogue de formation et sélectionner là où la réalité virtuelle était à la fois pertinente et à la fois efficiente, parce que l'idée c'était de pouvoir réexploiter ça sur d'autres parcours pour le mettre à disposition au plus grand nombre sur la totalité des apprenants de la structure. Si j'ai bien suivi, un des projets a été réalisé en vidéo à 360 degrés et l'autre a été modélisé en 3 dimensions. Pourquoi l'un et l'autre, et quelle différence peut-on observer ? Alors, en fait, effectivement, c'est bien ça. Le premier scénario, c'est de la vidéo stéroscopique 180 3D. Alors ce choix-là, c'est parce que c'est rattaché à du matériel, à des gestes techniques, à tout ce qui est procédural. Pour que ça soit le plus réel, en tout cas le plus proche de la réalité, on a fait le choix de la vidéo parce qu'au moins les personnes, les apprenants, ont vraiment cette sensation d'être sur le plateau technique, donc dans leur salle de formation, clairement, avec des vrais gens. On va dire, c'est pas des avatars, c'est leur formatrice, c'est moi-même en tant que personne bénéficiaire, et d'avoir vraiment ce sentiment d'immersion et de réalité. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui de ce scénario-là, puisque c'est les retours que j'ai aujourd'hui en me disant, au moins, c'est pas de l'avatar, et on a le sentiment que les personnes sont vraiment là, on a vraiment l'impression de les toucher, et c'est ça qui était intéressant pour nous, et de pouvoir expliquer aussi à travers cette vidéo, à la fois tout le process d'aide au transfert, donc tout ce qui est le passage siège, lit, fauteuil, lit, etc. Et avec tout le matériel nécessaire en fonction des différents critères par rapport à la personne et sa situation. Et ça, c'était plus facile en vidéo que de le modéliser et de faire entre guillemets un semblant. Là, on était vraiment dans une vraie mise en pratique. Donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième scénario, c'est plutôt du comportemental. Donc là, il n'y avait aucun intérêt de faire de la vidéo. On aurait pu, mais il n'y avait pas de plus-value. Et l'idée, c'était aussi d'enrichir les médias et puis de faire des choses un petit peu différentes pour pas que les gens se lassent non plus. Donc on est parti sur de la modélisation 3D avec du dialogue interactif. Voilà, tout simplement. Voilà, ce qui est plus connu en réalité virtuelle aujourd'hui. Il nous reste un dernier point à aborder, évidemment, celui de la mesure d'efficacité. Et je crois, Catherine, que cela fait partie de quelques-unes de vos préoccupations majeures. Alors, cette mesure, moi, ça faisait partie de mes projets de recherche, justement, quand on a pris ce contrat-là, en fait. Ce que j'ai proposé à l'AGI, c'est de continuer mon projet, ma thèse. Donc, j'avais soutenu, mais c'était l'idée de se dire, à un moment donné, ça serait bien d'évaluer, justement, ces projets dits innovants, parce qu'on parle d'innovation, c'est le sujet de ma thèse, mais finalement, on n'évalue pas souvent. Pour conclure cet épisode, je voudrais revenir sur un point que j'ai pu évoquer en tout début de podcast, c'est-à-dire la récompense qui est venue couronner votre travail. De quoi s'agit-il précisément, Catherine ? Alors, le trophée, c'est un peu moi depuis le départ. Moi, j'aime bien me mettre des challenges. Donc, j'avais dit à Stéphanie, ça serait bien de répondre. J'étais Digital Learning Awards au départ. J'avais cette idée-là. Et je m'étais dit, quitte à faire un gros projet comme ça, et c'était quand même le souhait de la direction d'Alagi de communiquer dessus, parce qu'effectivement, c'est un projet innovant, on peut le dire. Et du coup, le trophée EdTech, la formation professionnelle, est sorti pile poil à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est l'occasion
de voir justement ce que ça vaut. On n'était pas parti dans l'idée de gagner, loin du tout, mais au moins de se faire connaître. C'était vraiment ça le but. Nous, on est membre EdTech France, donc forcément, on a des informations. Voilà, j'ai reçu dans les newsletters ce trophée. On a postulé, donc on a créé une petite vidéo pour expliciter un peu le projet, et on a été agréablement surprise quand on a eu les résultats qu'on était effectivement lauréat du prix innovation, puisqu'on postulait qu'à ce prix-là. On n'a pas postulé aux autres prix, contrairement à d'autres porteurs de projets qu'on postulait à plusieurs. Et là où je pense qu'on peut quand même être fier, c'est que c'était le prix où il y avait le plus de dossiers, le plus de demandes. Je crois qu'il y en avait 84, et que finalement on a été, on a réussi à sortir du lot pour plusieurs raisons. Le partenariat, je pense que ça a joué dans les critères. Le deuxième, c'est quand même c'est un projet innovant pour des personnes qui sont souvent éloignées de ces produits-là. C'est pour un titre ADVET, un auxiliaire de vie de famille, et du coup, je pense que ça a un petit peu joué après un effet Covid, justement, où on a beaucoup parlé d'elles. Je les féminise parce que c'est majoritairement des femmes. On a beaucoup parlé d'elles, on s'est rendu compte de l'importance de ces métiers au quotidien, en particulier pendant le Covid, et je pense que tout ça réuni fait un petit coup de cœur au jury. C'est très beau d'avoir ce trophée-là, et le retour que j'ai aujourd'hui quand je présente notre projet et je mets les gens dans le casque, quand on me dit c'est la meilleure expérience que j'ai, pourtant j'en ai vécu de la réalité virtuelle dans les salons et c'est la plus belle expérience que je viens de vivre, ce sentiment de réalité justement, d'être au plus près du réel qui me tenait vraiment à cœur depuis le début, je pense que ça c'est le plus beau des cadeaux. Un très beau projet et une récompense méritée en effet. Nous arrivons au terme de notre épisode et je voudrais vous remercier chaleureusement Stéphanie, Adélaïde, Catherine pour le temps que vous nous avez consacré pour ce très beau témoignage. J'en profite aussi pour remercier nos auditeurs qui nous écoutent depuis le site internet du C2RP, mais aussi depuis l'ensemble des plateformes d'écoute où l'on retrouve également l'ensemble des épisodes publiés depuis la création du podcast. Encore merci et rendez-vous au prochain épisode. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.